Gauthier, donc enseignant-chercheur au département des métiers de la culture, donc sociologue et anthropologue. Je ne reviendrai pas sur la fausse distinction disciplinaire. Et donc je travaille sur les questions du tourisme, plus que de la mémoire, mais je dirais, pour aller assez vite sur la question qui nous occupe aujourd'hui, j'ai été amené avec une collègue, Christine Chevalier, à travailler sur les questions de tourisme mémoriel dans le cadre de projets collectifs que nous avons conduits maintenant depuis quelques années, avec à la fois des associations, mais aussi dans certains cas des collectivités territoriales, autour de ces questions de la mémoire, et notamment liées en particulier à la Seconde Guerre mondiale, pour l'essentiel, mais pas que. Voilà. Et donc, dans ce cadre, effectivement, je suis sollicité pour essayer d'apporter quelques éclairages. Du coup, alors la première question autour de ce thème, comment est-ce que vous définiriez le tourisme mémoriel en quelques phrases, vous qui du coup êtes chercheur dans le domaine? Alors, tourisme mémoriel, je pense que c'est historiquement, alors si on se place du côté du tourisme, je crois que la démarche des touristes, il y a quelque chose qui relève d'une recherche d'histoire, de filiation, sinon d'une origine culturelle. Donc sur ce plan, tourisme et mémoire ont partie liés. Mais plus près de nous, pour ce qui est du tourisme mémoriel ou tourisme de mémoire, je pense que c'est lié à cette évolution la plus récente au tournant du siècle, où effectivement, par le fait d'action politique, mais aussi par la volonté de certains acteurs, et notamment parties prenantes dans cette mémoire notamment des conflits qui ont jalonné le XXe siècle, il y a eu cette volonté de participer à une transmission à la fois d'une histoire, mais aussi de cette conscience de ceux et celles qui avaient participé à ces conflits. Alors même que les grands témoins sont en train petit à petit de disparaître. Donc là, il y a aussi quelque chose qui relève tourisme de mémoire, d'un travail de mémoire, ou sinon un travail de deuil qui est encore en cours, et d'autant plus que les grands témoins, comme je viens de le dire, sont en train de disparaître. Donc là, je pense qu'il y a une conjugaison, une correspondance qui s'est effectuée entre cette question d'une recherche d'une origine et puis cette volonté de transmettre, témoigner cette conscience tant historique, mais aussi une conscience citoyenne, une conscience du monde, pourrait-on dire. Alors, est-ce que vous auriez 2 mots-clés pour définir justement ce tourisme mémoriel? 2 mots qui résument, entre guillemets, le tourisme de mémoire? Moi, je dirais 2 mots-clés, c'est pas facile. Me voilà retourné du côté de nos chères études. On pourrait dire tourisme, je dirais voyage, parce qu'il s'agit bien de se déplacer. Voyage et alors, au risque de paraître voyage et souvenir, parce qu'il y a aussi une dimension que je n'ai pas évoquée tout à l'heure. Je pense qu'il y a une dimension qui est personnelle dans ce travail de mémoire, à l'instar de ce qui, pour les grands sites, alors vous avez dit 2 mots-clés, alors je suis déjà trop long. Voyage et souvenir, on va dire. Et en quelques phrases, comment est-ce que vous voyez le tourisme mémoriel de demain? Alors la question est difficile, dans la mesure où, et ça a été évoqué là, lors d'un récent colloque qui s'est tenu il y a 15 jours là, entre Clermont-Ferrand et Vichy, il y a effectivement sans doute une volonté à l'instar de ce qu'ont pu mettre en œuvre certains sites mémoriels, je pense au mémorial de Caen. On pourrait aussi, j'avais évoqué lors de le centre de la mémoire
de Radour-sur-Glane, pour un site touchant davantage les victimes civiles. Mais aussi d'autres, on pourrait mentionner Verdun ou d'autres sites. Il s'agit peut-être de contribuer à mettre une mémoire qui se trouve en des lieux circonscrits, à l'instar de ces centres de la mémoire, ces mémorials, mais aussi peut-être participer, notamment à destination des jeunes publics, à mettre la mémoire hors les murs, hein, c'est-à-dire s'engager dans une médiation à la fois in situ, mais aussi au-delà. Donc un peu une médiation un peu hors les murs, de façon à pouvoir toucher un jeune public qui, lui, est peut-être moins attiré, moins intéressé par, on va dire, le musée mémorial classique, si je puis dire, alors qu'il serait peut-être plus captif d'une mémoire mise en valeur, mise en scène, mise en image, telle qu'aujourd'hui les outils numériques peuvent le permettre, et c'est ce que certains des mémorials déjà cités, Caen, Verdun aussi, puisque Verdun il propose une visite virtuelle, ont pu déjà essayer de le mettre en œuvre. Alors justement, vous parlez du numérique. Est-ce que vous pensez que l'innovation numérique est nécessaire pour l'avenir de cette forme de tourisme ? Nécessaire, elle est de toute façon incontournable, hein, je pense. Donc, alors est-ce que nécessité fera loi ? Je ne sais. Hein. Mais de toute manière, ça fait partie intégrante, et que ce soit dans le tourisme mémoriel, mais aussi dans les autres formes, les autres thématiques qui peuvent intéresser les touristes. L'outil numérique est désormais incontournable, et c'est bien ce qu'on a pu mettre en pratique, hein, dans le cadre de ces projets collectifs, où les étudiants qui ont travaillé sur le terrain ont été, et nos partenaires ont été particulièrement sensibles et intéressés par ces propositions, à même de proposer des visites via des QR codes, enfin tous les outils numériques possibles que l'on peut envisager. Je pense que c'est quelque chose, oui, qui désormais est incontournable, sans même parler aussi de tout ce qui peut être mis en réseau, et donc la possibilité de, je disais hors les murs, mais aussi, on pourrait dire, mettre cette mémoire ou ce travail de mémoire en ligne, ce qui est déjà le cas, mais je crois que là aujourd'hui, et la crise sanitaire a fait que nous, entre guillemets, nous conforter dans cette position de pouvoir avoir accès à distance à ces sites, puisque ces musées étaient pour la totalité, ont été fermés pendant plusieurs mois, voire pour certains plus longtemps encore. Donc oui, c'est incontournable. Et pensez-vous que donner une approche plus immersive au tourisme de mémoire, en tout cas le tourisme mémoriel, puisse être un bon moyen pour perpétuer cette forme de tourisme ? Oui. Probablement, et peut-être plus encore pour les plus jeunes, hein, dans la mesure où alors c'est peut-être les aider à être acteurs. Hein, c'est une formule peut-être un peu facile, mais qui néanmoins a le mérite d'être assez clair, hein, donc d'être en action dans cette relation qu'ils peuvent entretenir avec ce site et les activités qu'on pourra y proposer, et qu'ils pourront, à travers peut-être des parcours ludiques, hein, qu'on pourrait aussi envisager, à l'instar de ce jeu de piste qui est proposé. Ma collègue Christine Le Chevalier en parlait là, lors de cette intervention que nous avons faite à Verdun, avec ce jeu de piste proposé sur le site du champ de bataille. Hein. Ce sont des choses qui sont effectivement... et comme aussi on pu le proposer, je pense, il y a 3 ans, un groupe d'étudiants, là justement, à travers une espèce de course d'orientation qui permettait de relier les différents sites de résistance dans cette partie des Combrailles, pas forcément toujours très bien connue, et là ainsi peut-être plus facilement capter l'intérêt, l'attention d'un jeune public ou de scolaires aussi également. Alors vous avez déjà un petit peu répondu, mais
pour vous, c'est intéressant donc, de se tourner vers quelque chose de plus sensible, surtout quand on s'adresse à un jeune public en fait. Oui. Pourquoi est-ce que c'est important justement? C'est peut-être... jusqu'à présent, un sens a été surtout mobilisé dans la relation touristique, c'est le regard. Voir et être vu même, hein, dans certains cas, comme un élément essentiel dans cette relation touristique. Et peut-être qu'aujourd'hui, par ces outils et ces nouvelles technologies, c'est la possibilité peut-être de solliciter d'autres sens, à commencer peut-être, ça peut être justement sur des visites qui permettraient d'immerger le visiteur dans un espace sonore, pour le coup, voire peut-être aussi parfois, pourquoi pas, envisager aussi quelque chose qui pourrait être de l'ordre d'une relation tactile, sur des objets qui pourraient être ainsi reconstitués, hein, ce qu'aujourd'hui certaines techniques peuvent permettre. Donc je pense que là il y a effectivement quelque chose qui me semble-t-il est tout à fait envisageable, hein, et sans doute par et notamment cette médiation hors les murs, ça sera justement par le recours à ces différents moyens d'accéder à cette mémoire, à l'instar aussi de la reconstitution, hein, de sites, hein, comme ça peut être le cas dans certains, je pense justement dans les Combrailles, hein, des réduits qui ont pu être reconstitués et qui permettent aux visiteurs de rentrer de plein pied et de plein in vivo, hein, dans la réalité d'un site, et donc de pouvoir... Enfin, l'historiel de la Grande Guerre à Péronne, c'est déjà des choses qui ont été expérimentées depuis déjà quelques temps. Et pensez-vous que plus globalement, l'évolution de la société va changer le rapport au devoir de mémoire? Oula, vaste question, Elie. Oui, je pense qu'il y a... Là, si on en reste sur ces questions de tourisme mémoriel, je crois que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est dans la mesure où les grands témoins sont en train de nous quitter progressivement. Donc là, il y a pour ceux, et ça les étudiantes et étudiants qui ont travaillé sur ces projets ont pu le constater, il y a un sentiment de l'urgence au témoignage. Et en même temps d'une reconnaissance renouvelée par le fait de voir ces jeunes venir vers eux, vers elles, et de montrer autant d'intérêt, d'engagement, de dynamisme pour mettre en œuvre des actions. Donc là, je crois qu'il y a quelque chose là qui est là en cours, mais qui va peut-être se trouver effectivement modifié dans la mesure où cette relation... Alors, bon, je ne suis pas assez fin technicien pour pouvoir le dire, mais c'est vrai que la technologie aussi permet via les méthodes, les hologrammes, etc. Donc on pourrait aussi penser que certains grands témoins enregistrés peu avant leur disparition pourraient être d'une certaine façon présentés à des publics plus ou moins jeunes à venir pour les générations futures, et donner ainsi le sentiment d'être toujours parmi nous. Alors ça, c'est un élément. Après, je pense qu'il y a aussi une mémoire qui peut être aussi portée par, à l'instar de ce que font des conflits qui se sont déroulés, qui vont se dérouler malheureusement, et donc qui vont peut-être aussi réactiver ce sentiment-là puisqu'il y va bien dans ce travail de mémoire, d'un travail de deuil, hein, qui est à faire, et qui, je pense à l'instar c'est cette année, hein, dans ces expositions temporaires que le Centre de la Mémoire Horreur d'Urs-sur-Glane présente. Cette année, ça concerne le génocide au Rwanda, donc là on est sur des conflits qui sont plus près de nous, et donc je pense que ce travail-là est d'autant plus indispensable et utile, si j'ose dire, que ces conflits se poursuivent sur d'autres terrains, sous d'autres formes. Mais je pense que alors c'est un changement technologique qui a contribué aussi à faire que cette relation est sans doute un peu modifiée.
Mais fondamentalement, ce travail reste indispensable, et vital pour garder cette conscience du monde, hein. Sinon on risque de rebasculer dans d'autres terribles conflits. Et vous ne pensez pas qu'avec justement la disparition des derniers grands témoins, cette mémoire et le tourisme lié donc à cette mémoire de la Seconde Guerre mondiale risque pas peut-être de disparaître ou de changer d'une certaine façon, vu que les gens n'auront plus ce devoir de mémoire qu'ils ont jusqu'à présent? Oui, parce que c'est... Alors là, ça serait peut-être intéressant d'aller questionner, puisque en France, dans les grands sites, c'est la Normandie, les plages du débarquement, et qui sont notamment, si j'ose dire, le succès et la fréquentation que ces sites ont pu connaître. Et ce succès et cette fréquentation sont liés au fait de ces voyages, ces sortes de pèlerinages. Je disais voyage du souvenir, ben voilà, ces voyages du souvenir que ces anciens combattants, pour l'essentiel nord-américains, continuent à effectuer pour venir se recueillir sur les tombes et dans les sites qui commémorent cet événement, ces événements de la Seconde Guerre mondiale. Donc effectivement, là, il y a quelque chose ce travail du deuil est d'autant plus important qu'il est porté par celles qui l'ont vécu, soit directement ou indirectement, puisque il y a les acteurs et les grands témoins, mais ensuite il y a leurs descendants, leurs descendantes, qui pour certains, et moi je suis de cette génération, en ont entendu parler de vive voix, et donc vont eux aussi peut-être avoir une relation sans doute modifiée, mais qui néanmoins est un peu liée à cette histoire familiale aussi. Donc ce qui amènera à ce que ces personnes, ces générations suivantes vont continuer à aller sur ces sites et emmèneront peut-être leurs enfants. Donc cela entretiendra cette mémoire, ce souvenir. Après, pour les autres générations, je pense qu'à l'instar de ce que je disais, alors sans doute ça va se trouver modifié, mais la technique, aujourd'hui permet de rentrer d'une autre manière, dans ces événements qui peuvent être ainsi reconstitués, y compris pour certains. Je pense là actuellement, mais là je change d'échelle temporelle, ce qui a été reconstitué sur le plateau de Gergovie, la bataille sur le plateau de Gergovie. Là on remonte à l'époque gallo-romaine, mais il y a quelque chose là qui probablement peut contribuer à entretenir, déjà à restaurer une certaine vérité historique par rapport à des faits qui ont pu parfois être un peu déformés. Et c'est peut-être là où on peut parfois relativiser l'apport de ces pratiques touristiques qui parfois peuvent aussi se prêter à des relations un peu caricaturales et stéréotypiques, mais où de ce fait là ce travail peut par ces nouvelles médiations d'aujourd'hui et de demain peuvent contribuer à maintenir une vérité historique, tout en entretenant ce travail de mémoire, même s'il sera sans doute différent, évidemment, pour les générations à venir. Mais je crois que c'est important en la période actuelle où certains discours négationnistes, par exemple, sont en train de reprendre, si j'ose dire, du poil de la bête. Et il me paraît absolument capital, essentiel que ce travail soit encore et toujours maintenu, quand bien même les grands témoins ne seront plus là pour en apporter une certaine vérité. Mais ce travail aura été effectué. Je pense aussi au travail d'historien là, qui est encore en cours, puisque là ça a été rappelé lors de ce colloque il y a maintenant 15 jours, ce travail d'histoire sur les acteurs notamment de la résistance, en Auvergne, il est encore en cours en devenir, dans la mesure où les choses ont un peu tardé, ce que Éric Pantoux, qui travaille notamment à ce dictionnaire des fusillés, l'issue du métro, rappelait que ça a été très tardif. Les premières thèses d'histoire
interviennent plus de 30 ans après la fin du conflit. Donc, cela montre qu'il y a encore du travail sur ce plan à mener, tant par les universitaires, les scientifiques, que peut-être aussi par les acteurs. Et du coup, vous nous parliez de ces déplacements que certains faisaient sur ces lieux de désastre et de guerre. Est-ce que pour vous, ces déplacements-là, ça relève du tourisme noir? Et est-ce que ça pourrait mener à des dérives par la suite? Oui, le dit dark tourisme. Bon, là, c'est un... On aime bien dans le champ du tourisme appliquer des qualificatifs qui parfois s'inscrivent dans une volonté de typologie, de typifier d'une certaine façon une certaine forme de voyage. Je pense que ça me paraît un peu discutable parce qu'effectivement, tourisme, il y a quelque chose qui relève d'une approche ou d'une démarche alternative, me semble-t-il, dans ce qualificatif de tourisme, on pourrait dire de underground, de l'autre côté. Ce qui n'est pas du tout le cas d'un tourisme de mémoire qui, lui, au contraire, se situe plus résolument de justement faire advenir à la lumière, y compris ces moments les plus sombres de notre histoire, les faire advenir à la lumière et entretenir à la fois cette conscience historique, et puis ce souci citoyen et cette conscience collective, commune que nous partageons. Alors que sur cet autre versant du dark tourisme, je pense qu'il y a une volonté, oui, de se distinguer, d'entrer dans des démarches qui sont sinon marginales, mais qui ne s'inscrivent, me semble-t-il, pas dans la démarche d'un tourisme de mémoire, de ce point de vue. Après, oui, on peut aussi toujours trouver... les cimetières sont des lieux d'archives d'une mémoire. Donc une mémoire commune, partagée, et peuvent faire aussi l'objet de démarches qui relèvent du dark tourisme. Et j'ai déjà cité, et puis avec mon collègue Jean-Didier Urbain, qui a une toute autre expérience que moi de ces lieux d'archives culturelles que sont les cimetières, effectivement, peuvent aussi se trouver des formes de tourisme non officiel ou interstitiel, comme il dit. Mais je pense que c'est un autre débat. Alors, si vous fermez les yeux et que vous pouviez vous projeter dans le temps, comment est-ce que vous imagineriez le tourisme mémoriel dans 100 ans? Difficile à dire. Dans 100 ans, je pense qu'il y aura toujours, du point de vue, alors déjà d'où se place-t-on, d'un point de vue d'un Européen. Donc dans 100 ans, je pense que les conflits du XXe siècle feront toujours partie d'une histoire partagée, et seront toujours l'objet à la fois de commémoration. Les sites de ces grandes batailles, de ces grands traumatismes seront toujours des sites touristiques fréquentés. Mais probablement que s'y seront aussi ajoutés d'autres lieux de mémoire liés à des événements qui, pour l'instant, ne sont pas prévisibles, mais se seront déroulés et probablement feront alors l'objet de commémorations, de voyages du souvenir, et de souvenirs qui seront effectivement qui seront plus frais au regard de ceux qui seront amenés à les accomplir. Après, je pense que nous sommes dans une société où d'un côté le temps s'accélère, et donc
donc avec la propension, je dirais, on est aujourd'hui là, 2021, c'est à la fois l'aspiration chez certains au tourisme spatial, toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus gros, si j'ose dire, qui est un des moteurs au tourisme. Certains ont aussi, ne l'oublions pas, aussi proposé aux États-Unis de mettre en orbite les cendres, les urnes. Donc on pourrait peut-être penser que ça serait une forme de tourisme de mémoire d'accomplir un voyage dans une zone où les cendres, enfin les urnes seraient placées en orbite, qui sait. Et donc un voyage du souvenir auprès de ceux qui seraient désormais, non pas inhumés, mais mis dans un autre espace du souvenir. Donc ça pourrait être une éventualité. Mais de l'autre côté, donc il y a cette propension à être, et c'est, je le disais, un moteur de cette mobilité d'agrément. Alors après qu'on peut partager ou pas, ça c'est une autre affaire. Enfin, ça a un certain coût. Mais de l'autre côté, il y a aussi cette tentation ce que j'appelais moi une tentation nostalgique, et donc à se retourner vers un passé qu'on idéalise. Je disais au début de cet entretien, dans la démarche du tourisme, il y a aussi quelque chose qui relève d'une quête, d'une filiation culturelle, sinon d'une quête de l'origine. Donc on peut penser effectivement, alors certains ont pu dire que le tourisme participait d'une sorte de mise au musée de l'histoire, et donc faire musée de tout événement si petit soit-il à l'échelle de la grande histoire. Et donc dès lors on peut penser que cette démarche mémorielle va se tourner aussi. Alors là c'est vrai qu'on est resté sur des événements. Tourisme de mémoire est plutôt associé à des événements qui sont ceux des grands conflits, notamment du XXe siècle, mais on peut évidemment considérer que ce tourisme et cette aspiration, sinon nostalgique, mais mémorielle, nous porte à nous rendre vers des lieux qui seront toujours renouvelés. Alors on a les grands sites historiques, et on en a d'autres aussi qui peuvent avoir été réinvestis par d'autres usages, et qui à ce moment-là, qu'on pense à... je ne sais pas si je peux le dire, Chloé, vous travaillez sur la nouvelle destination, enfin possible, de certains équipements, enfin bunkers de l'ancien mur de l'Atlantique. Bon ben voilà. Donc ça peut être aussi quelque chose qui est toujours, je dirais, qui à la fois nous ramène à un passé que certains voudraient figer dans une histoire sanctifiée, et qui de l'autre pourrait être aussi placé dans un mouvement qui est toujours aussi un mouvement de l'histoire, et qui se réécrit, qui se reconstruit, qui se revisite d'une certaine façon. Voilà. Mais bon, l'avenir nous le dira. Je ne m'avancerai pas davantage. Très bien, merci beaucoup. Ah oui, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour globalement. Voilà, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, un petit mot de la fin? Non, c'est tout bon. Je suis ravi de pouvoir contribuer à ce travail collectif, pour lequel nous sommes déjà bien engagés, ça depuis à la fois un certain temps, et puis avec des équipes d'étudiants, toujours investis, et qui, je pense, pour cette dernière question quant à l'avenir, j'ai parfois pensé, et vous voyez peut-être un peu un stéréotype, que finalement au début ces projets et ces sujets n'attiraient pas forcément beaucoup de jeunes, avec cette image un peu éculée du le site, les anciens combattants, enfin bon, etc. Et au final, d'année en année, ces projets collectifs attirent toujours un groupe d'étudiantes et étudiants, et qui sont toujours investis, et qui, par le fait aussi, notamment, je pense, de rencontres avec de grands témoins, en sont parfois même bouleversés, je pense. Et donc ça, c'est quelque chose, ne serait-ce que pour cela, je pense que quelque chose d'une transmission, d'une sensibilisation est passée, et en ce sens, avec, bon, elle n'est pas là aujourd'hui, mais Christine Le Chevalier, nous en sommes, et puis beaucoup d'autres, nous en sommes ravis. Voilà. Merci beaucoup. Merci.